Magatte Ouad, bonjour. Bonjour, Hichem. Vous êtes le maire de Mékhé. Je rappelle que Mékhé, c'est une ville au Sénégal avec 30 000 habitants, 8 000 artisans, 250 ateliers de cordonniers. Euh, c'est 5 kilomètres carrés, pardon. Et comment on devient et on entre dans la peau d'un maire? Oui, vous savez, vous avez bien dit et votre introduction montre que nous avons une très forte densité de population et nous avons également un hub économique sans précédent dans le pays. Et la ville de Mékhé, ce que vous deviez y ajouter, a une position géostratégique unique au Sénégal. Et ce n'est pas pour rien que le président Wade avait choisi Mékhé pour devenir la nouvelle ville du Sénégal. Entrer dans la peau de mer, c'est retourner sur son terroir, c'est être un Mécois, c'est vivre les réalités des Mécois et avoir l'ambition de partager son expérience et sa vie pour le développement, avec les Mécois pour leur développement et leur plein épanouissement. Mais d'abord, pour pouvoir, ça fait 7 ans que vous êtes maire, vous avez maintenant une longue expérience après avoir été haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement. Et d'ailleurs, je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté aux éditions L'Harmattan. On y reviendra. Mais d'abord, quand on passe du global au local, comment les choses se passent? Question intéressante. Et je pense que ce serait intéressant que la plupart de ceux qui partent aussi au global partent du local. Parce que les réalités sont totalement différentes. Vous savez, la Banque africaine de développement est une institution, comme j'ai l'habitude de le dire, prestigieuse. Une grande institution qui a beaucoup fait pour le continent. Et pour dire mieux, au-delà du financement du développement, cette banque a accompagné la décolonisation de l'Afrique et l'affirmation de l'Afrique par la mise en place d'infrastructures et la mise en place d'une agriculture, etc. Mais ce Mais qui est avant intéressant, d'aborder la BAD, je voudrais m'attarder un peu sur votre vie de maire. D'abord, expliquez-nous cette force, comment aujourd'hui on convertit cette énergie, surtout en Afrique où l'aménagement du territoire est vraiment une culture extrêmement minoritaire. Comment aujourd'hui on entre dans cette gestion de la ville, la gestion de proximité qui est vraiment, dans le cas de l'Afrique, ça tient du miracle, je dirais. oui, j'allais en venir à la réponse à cette question en disant la lecture que nous avons au niveau des institutions internationales est une lecture encore très, très loin de la réalité. Et quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait quand même un décalage entre les approches et la réalité du terrain. Aujourd'hui, quand vous arrivez ici, vous avez une autre lecture de l'état d'être des populations africaines qui sont en milieu rural, vous avez une autre lecture de la pauvreté, vous avez une autre lecture de leurs aspirations au développement et au bien-être. Et être maire ici aujourd'hui me donne l'opportunité de m'imprégner de cette réalité locale et de tirer les leçons de mon expérience internationale pour essayer de répondre à leurs besoins immédiats, c'est-à-dire à leur assurer au moins la sécurité minimale en termes de santé, en termes de nourriture, en termes d'éducation et en termes de cadre de vie. Donc vous voyez que c'est très important d'être maire, d'être proche des populations et de comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, alors que dans les institutions ou au niveau macro, au niveau très élevé, on pense toujours que ceci est bien pour les populations et ceci n'est pas bien. Et je pense qu'il faut partir du local et de leurs besoins propres pour élaborer les solutions à leurs problèmes.
Alors le nerf de la guerre, c'est aussi, le financement. C'est que comment aujourd'hui, financer les projets et surtout, un maire, il doit s'occuper de l'éducation, de la santé et des infrastructures de sa région, de plein d'éléments, qui assurent la cohérence de la vie, dans le village ou dans le terroir. Expliquez-nous d'abord comment, tout cela se pose, pour vous? Oui, vous savez qu'il y a 9 compétences qui sont transférées au maire, qui sont dévolues au maire, et l'État, dans le décret de 2013, a conféré ses pouvoirs au maire et leur donne également des fonds de dotation qui sont quand même des fonds de dotation qui sont loin de satisfaire la demande dans les secteurs qui ont été transférés au maire. Quand bien même que cela reste très appréciable parce que ça aurait été la catastrophe si ces fonds n'existaient pas. Alors, ce qui n'est pas transféré, c'est les secteurs aussi qui sont porteurs, qui sont des secteurs très riches, tels que les télécommunications, les mines, etc. Et vous savez, quand vous vous adossez à un secteur minier et que vous ne tirez pas un profit optimal des mines, vous voyez ce que ça peut faire. Et aujourd'hui, donc, vous imaginez un maire qui gère la santé. Vous savez que la santé, c'est des fonds perdus. Et on ne parviendra jamais à satisfaire la demande au niveau de la santé. Au niveau de Mékhé, nous avons un centre de santé bien équipé. Nous avons 4 postes de santé également. Et nous avons le poste de santé des sapeurs-pompiers qui vient en appui. Mais vous savez, quand les populations sont diminuées, et la mairie leur donne chaque année une douzaine de millions pour les aider au niveau des médicaments, sans tenir compte des aides que nous faisons au niveau social pour assister des malades. Vous avez l'éducation. Nous avons 10 établissements primaires, nous avons 3 collèges, un lycée, 2 collèges privés, 36 daras, c'est-à-dire des écoles coraniques. Et vous voyez également que c'est énorme. Et nous mettons à peu près une quinzaine de millions chaque année pour les aider. Nous avons également le cadre de vie, c'est-à-dire l'environnement. Nous installons des puisards, le reboisement, la lutte contre l'insalubrité, le ramassage des ordures, de telle sorte que nous sommes obligés parfois d'utiliser notre carnet d'adresses pour faire appel à des partenaires techniques et financiers pour nous aider, pour faire appel aux partenaires du gouvernement comme l'UCG, pour nous aider à gérer les déchets et à renforcer nos investissements dans des secteurs qui sont des secteurs à haute consommation de ressources telles que l'éducation, la santé, etc. Une ville, c'est aussi, ça sert de laboratoire sociologique et économique même, puisque cette proximité permet véritablement de tester des expériences et surtout, d'aller dans l'exploration de c'est une politique, de proximité pour le bien-être de la population. Très souvent, ce mot est ignoré en Afrique, hein. Oui, vous savez, ce qui est intéressant, c'est au niveau local que l'on peut travailler au niveau du changement des mentalités. Parce que le gros problème de l'Afrique, c'est le mindset, le changement des mentalités. Et au niveau local, vous avez un micro-environnement et vous devez travailler sur un levier essentiel qui est le changement des mentalités. Tant que les mentalités n'auront pas changé pour comprendre les enjeux du développement, pour accepter les changements structurels qui s'imposent au développement, il n'y aura pas de développement. Et nous, à Mékhé, ce que nous avons le plus réussi, c'est de former les gens, de les sensibiliser, de les éduquer pour qu'ils comprennent que le développement local est possible et qu'ils sont les acteurs principaux de ce changement. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus facile pour le maire. Donc, un maire doit être proche de ses populations, échanger avec ces populations et travailler au niveau de la sensibilisation et de la communication pour que les mentalités véritablement changent et se tournent vers un développement durable. C'est ce que nous essayons de faire à Mékhé et je pense que nous avons réussi presque ce pari parce que les jeunes, les femmes et même les plus vieux qui étaient réfractaires à tout changement ont commencé à accepter le changement. Pour un exemple, au niveau de l'artisanat,
vous savez qu'au Sénégal, l'artisan, c'était les castes, c'était les cordonniers qui étaient des, ou si vous voulez, des griots. Mais aujourd'hui, l'artisanat est devenu un métier. Et le changement principal qui s'impose, c'est de comprendre que l'artisanat est un métier. Et aujourd'hui, le changement le plus frappant au niveau de Mékhé, c'est que les métiers d'artisanat qui étaient dévolus à des castes, les forgerons, les cordonniers, etc., maintenant, il y a des nobles, il y a même des petits-fils de rois qui sont devenus des cordonniers. Vous voyez donc que c'est un changement important en milieu traditionnel, surtout là où il y a eu un royaume, où il y a eu la féodalité. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié ce changement, que les gens comprennent que l'artisanat est un métier et que les jeunes s'y adonnent pour gagner leur vie. Et ça est porteur de croissance, porteur de progrès et créateur d'emplois et de richesses. Est-ce que de cette vue de l'intérieur, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les verrous, sur les freins qui empêchent un maire de pouvoir conduire une politique certes, on le sait, les moyens sont importants, mais quels sont aussi les éléments qu'on n'observe pas nécessairement quand on est à l'extérieur de ce type de ville? Oui, vous savez, les villes, il faut d'abord des études. Si vous n'avez pas de statistiques, nous avons fait la monographie de l'artisanat avec l'ANSD, qui est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il faut des données. D'abord, ça, c'est une grande différence. Nous avons le plan de développement communal. Il faut un plan d'investissement. Il faut savoir où on va. Il faut disposer d'une vision et d'une mission et avoir un plan de développement. Et maintenant, si les populations donc adhèrent à ce plan, parce qu'il faut le faire de façon inclusive et participative. Un maire doit être proche de ses populations. Mais la proximité, ce n'est pas une proximité physique. C'est une proximité dans le souci de partager sa vision avec sa population, de définir une mission commune et d'avoir un plan de développement partagé. Et pour élaborer ce plan de développement, il faudrait qu'il soit inclusif et participatif. Une fois que c'est fait, les populations seront beaucoup plus exposées à accepter les changements et c'est par ce seul moyen que nous pouvons véritablement développer nos villes. Et aujourd'hui, à Ngaye, nous avons donc presque réussi ce pari que le levier changement de mentalité a été activé et les populations prennent elles-mêmes en charge les grandes orientations, mais aussi les grandes actions pour changer ce qui devrait être changé pour que la ville connaisse un développement durable. Comment vous êtes regardé par vos collègues? J'imagine que votre expérience fait des jaloux, non? Oui, parfois, je ne dirais pas peut-être des jaloux, mais disons, au début, c'était un peu difficile parce qu'ils me voient beaucoup plus comme un technocrate que comme un politicien. Et c'est comme si être politicien est un avantage ou c'est pas qu'est-ce qu'ils appellent politicien. Politicien, c'est celui qui a une vision, qui fait adhérer les populations à sa vision et qui essaie de promouvoir un développement. Mais donc, je suis beaucoup plus perçu comme un technocrate, quelqu'un qui est anti-corruption, anti-bribes. Mais tout ça, c'est pas ce qui est important. C'est que je fais des résultats. J'ai introduit des mutations importantes et ma ville a connu un développement exponentiel en 7 ans. Alors aujourd'hui, peut-être il y a une dimension qu'on ne connaît pas, c'est la dimension de la coopération décentralisée, les villes jumelées, etc. Mais est-ce que comment vous bénéficiez de cette chance, en tout cas cet atout de pouvoir s'appuyer sur des outils où il y a un débouché sur l'international? Oui, merci beaucoup. C'est très facile d'abord avoir la crédibilité, parce que ça, c'est important. Vous savez, on ne fait pas trop confiance aux maires. La plupart des maires, on pense que c'est des gens qui détournent de l'argent, qui absorbent de l'argent, de telle sorte que les investisseurs et les bailleurs sont un peu réfractaires à engager une coopération avec les maires dans le souci simplement de préserver les ressources. Donc, il faut la crédibilité et la signature. La deuxième chose,
il faut être en mesure d'élaborer des programmes qui sont convaincants, des projets qui sont convaincants. Il n'y a aucun bailleur, aucun partenaire qui viendra s'aventurer dans un programme qui n'est pas convaincant. Et la troisième chose, il faudrait faire du win-win partenariat. Vous voyez que tendre la main, c'est pratiquement révolu. Et aujourd'hui, il faudrait convaincre que moi, j'ai quelque chose à apporter. Moi, je dis aux Français souvent, et aux autres, les Américains et autres, oui. Qu'est-ce que moi, je peux apporter dans le cadre de cette coopération avant que je ne vous dise ce que vous pouvez m'apporter. Je leur dis, écoutez, moi, je peux accueillir les personnes âgées en hiver, je peux former les jeunes issus de l'immigration africaine pour les former au métier de l'artisanat, je peux refaire vos parcs dans vos pays en mettant des lampadaires solaires parce que j'ai une unité qui fabrique des lampadaires solaires. Je peux accueillir des jeunes pendant les vacances pour faire des vacances citoyennes. Voilà ce que je peux vous offrir. Et vous, oui. Et j'ai de la ressource humaine également, des retraités et des gens compétents. Si vous en avez besoin, je vous les envoie. D'abord, c'est ce que je propose. Ensuite, eux, ils me proposent ce qu'ils peuvent faire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une coopération avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges, en France, une coopération qui a duré 22 ans, mais qui était dormante. Et quand je suis venu, on a réactivé la coopération. Et aujourd'hui, nous avons un projet de gestion des déchets solides qui marche très bien et qui a connu un franc succès au Sénégal. Nous sommes aujourd'hui à la porte du FICOL pour pérenniser ce projet conjoint France, Saint-Dié-des-Vosges, gouvernement sénégalais et ville de Mékhé. Et c'est des sommes importantes. Et nous avons un assistant technique français qui est avec nous, qui apporte son expérience. Et nous travaillons avec un comité de pilotage conjoint et il y a un contrôle des ressources. Et moi, pour accroître ma crédibilité au niveau des partenaires, je leur ai dit, gérez la partie des ressources que vous mettez à notre disposition, mais ne les mettez pas à notre disposition. Et je crois que voilà ce qui convainc les partenaires. Nous en recevons des États-Unis, de la ville de Litonia, en Géorgie. Nous en avons dans les pays africains. Et aujourd'hui, les villes ne peuvent se développer que dans le cadre d'un partenariat national et d'un partenariat international. Il y a tant de sujets à traiter avec vous, mais on est limité par le temps. Mais je voudrais, avant de conclure cette rencontre, vous interroger pendant 5 minutes sur cette expérience que vous avez vécue pendant 22 ans à la tête de la Banque africaine de développement. C'est la banque du savoir de l'Afrique. Et vous avez essayé de résumer votre expérience à travers un livre qui est sorti aux éditions Harmattan. Alors, comment aujourd'hui vous semblez projeter sur la banque des ambitions de réforme que vous savez très bien qu'il est difficile de faire bouger l'institution? Merci. Il n'est pas difficile de réformer. Vous savez, la gouvernance, c'est aussi bien au niveau individuel qu'au niveau entrepreneurial qu'au niveau des institutions. J'ai dit, la banque a entrepris au fil du temps de nombreuses réformes, de nombreuses restructurations. Il y a eu d'énormes plans. Mais toujours, pourquoi devra-t-on toujours reprendre des plans de réforme, de restructuration et des plans de changement d'orientation stratégique? Je dis, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, il est plus facile de démolir et de reconstruire que de réajuster pour réformer et restructurer. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être est-il temps que la Banque africaine puisse être repensée, tout comme les autres institutions, que ce soit les institutions de Bretton Woods, mais il faudrait repenser les institutions. Puisse penser à une banque beaucoup plus proche de la réalité, mais qui règle les problèmes pour que l'Afrique puisse rattraper son retard. Donc, je me dis, la banque doit prendre les secteurs les plus compétitifs en vue, c'est-à-dire l'agriculture, parce qu'il faut que l'Afrique, il ne suffit pas de lancer des slogans, il faut que l'Afrique puisse assurer sa sécurité alimentaire. Je ne parlerai pas d'autosuffisance alimentaire.
il faudrait que l'Afrique puisse avoir des industries compétitives. Et c'est pourquoi j'ai dit, pourquoi ne pas créer un fonds de développement de l'industrie africaine, un fonds de développement de l'agriculture ou des banques, tout simplement. Mais comme le fonds est peut-être plus maniable, la banque devrait changer. Parce que, excusez-moi, si nous continuons à dépendre des industries européennes, l'Afrique n'aura jamais une autonomie, ne pourra jamais s'affirmer. Et il faudrait que nous soyons actifs et dynamiques dans le partenariat international. Nos régionaux, ce sont nos partenaires, ce sont des alliés incontournables, mais il ne faudrait pas que l'on accroche notre destin à leur marche. Il faudrait que l'on puisse assurer notre marche, être compétitifs. Nous avons les mêmes cerveaux, nous avons été formés dans les mêmes écoles, nous avons plus de ressources que ces pays non régionaux. Et pourquoi donc nous ne serions pas les plus forts pour que demain ils dépendent de nous et qu'ils viennent travailler chez nous et que nous les employions, non plus comme des assistants techniques, mais comme des partenaires au développement. J'ai dit, la banque est en train de sortir de la trajectoire qui avait été tracée par les pères fondateurs et la banque devrait se réajuster et prendre le leadership mondial parce que nous en avons les moyens en termes de ressources minières, ressources énergétiques, ressources humaines et ressources financières également. Donc, parce que c'est ça qui fait marcher le monde. Et aujourd'hui, j'ai dit, la banque ne devrait pas attendre que des pays non régionaux nous proposent de lancer une industrie de fabrique de vaccins contre le Covid avec 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est rien pour la BAD pour être mobilisé. On aurait pu faire une industrie de vaccins pour le paludisme, etc., etc. Pourquoi l'Afrique attend que les Chinois nous offrent le siège de l'Union africaine? C'est la honte. Aujourd'hui, le Fonds africain de développement, c'est 9 milliards de dollars. Vous pensez que les Africains ne peuvent pas mettre 20 milliards de dollars pour une solidarité africaine, aider les plus pauvres et développer l'agriculture, développer l'industrie? Il faudrait que l'on se repense. Il faudrait que l'Afrique se ressaisisse. Il faudrait qu'une nouvelle race d'Africains qui n'est plus tournée vers le gain facile, vers la corruption, mais pour le travail de l'Afrique, pour que l'Afrique s'érige en leadership et s'impose à la face du monde. Voilà ce que j'ai dit humblement au fil de mon expérience vécue au sein de la Banque africaine de développement. Et ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui a vu notre potentiel au sein de la banque, notre potentiel au sein de la coopération internationale. Et j'ai eu l'honneur de m'asseoir à beaucoup de tables avec les dirigeants du monde et j'ai compris que c'était possible. Et donc, je le disais quand j'étais à la banque et je pousse l'Afrique à le faire. Et ce n'est pas dénigrer ou combattre les autres, c'est de dire aux autres, attendez-nous, l'Afrique était au virage, on a raté le coche, mais l'Afrique doit revenir et nous sommes là. Donc, il faut des têtes de file et je voudrais m'inscrire dans la lignée des têtes de file pour un changement radical en Afrique afin que nous puissions nous imposer à la face du monde. Je retiens l'idée qu'il faut réformer et repenser la Banque africaine du développement et surtout son modèle. Magatouad, je rappelle que vous êtes le maire de Méré et je vous remercie d'avoir été parmi nous et d'avoir donné cette vision que vous avez de votre ville. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir